Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette dernière journée consacrée à la réinsertion des sans-abri. Mercredi, durant la visite du foyer Sadi Carnot, nous avons évoqué les travailleurs sociaux. Il est maintenant temps d'y consacrer un reportage. La confiance, c'est ce qui est le plus important pour un sans-abri et c'est ce que doivent créer les travailleurs sociaux, comme l'explique bien Rémi Lamourou, assistant de service social au CHRS Sadi Carnot depuis 6 ans. Fort heureusement pour moi, j'ai pas trop de problèmes de mise en confiance. Après, là où il faut être clair avec eux, il y a ce que je vais entendre de leur histoire, ce que je vais dire de leur histoire et de ce qui est utile de savoir sur la question du logement. Donc je leur précise bien qu'en fait moi en permanence je fais un tri entre ce qu'ils me disent, ce que je vais conserver à l'écrit et ce qu'au final je vais restituer. Pour ça je pense que ça contribue. Tout ce que ne veut pas que la personne soit dans le compte rendu final, elle l'enlève, parce que donc mes évaluations doivent être relues et signées par la personne, donc pour qu'elle soit bien au courant de ce qui va être dit. Donc c'est son choix à elle, au départ. Les autres informations que naturellement j'enlève, c'est souvent des personnes ont parfois des histoires de couple assez complexes qui pourraient expliquer pourquoi ils ne sont plus en logement, les différentes raisons pour lesquelles il y a eu rupture au sein du couple d'un point de vue social n'ont pas d'intérêt. Il suffit de dire voilà, le couple se sépare, point. Il n'y a pas de raison d'être extrêmement précis et pointilleux sur pourquoi le couple se sépare, ça nous regarde pas. Il y a souvent quand même la question de l'incarcération, où les personnes ont souvent peur d'être jugées ou sont un peu pudiques, donc qu'ils soient d'elles-mêmes édulcorent un peu, soit préfèrent ne pas indiquer pourquoi elles sont passées par un temps d'incarcération. Les relations familiales aussi, parce qu'on est souvent face à des personnes qui ont... c'est rare que les personnes soient absolument sans famille. On l'entend bien, l'un des premiers filets de sécurité avant la rue, ça pourrait être que les personnes puissent solliciter leur père, leur mère, frères et sœurs. Si ce filet de sécurité n'a pas fonctionné, il y a quand même souvent une raison. Et là aussi, on n'est pas obligé, si vous voulez, d'être dans les détails. Moi, il suffit de dire qu'ils s'entendent plus avec leur famille, qu'ils ont plus de contact et point. Alors souvent, ils m'en disent un petit peu plus, mais sur l'aspect de la pertinence en termes d'évaluation, c'est juste que j'indique d'un point de vue déclaratif que non, la famille ne peut pas être une solution pour la personne et qu'elle a vraiment besoin d'être en foyer. La confiance se crée donc par un tri des informations, mais pour Thomas Vivian, éducateur spécialisé depuis 3 ans, la patience est aussi importante. Il n'y a pas une seule façon de travailler, je pense qu'il y a autant de façons de travailler qu'il y a de personnes qui sont accueillies et je pense qu'il faut bien prendre en compte tous les pans de l'histoire de la personne, tout ce qu'elle veut bien nous livrer puisqu'on travaille principalement avec du déclaratif pour pouvoir ensuite adapter notre réponse à chacun et à chacune pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions avec elle. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un certain temps pour pouvoir livrer certaines choses de leur parcours qui peuvent être importantes pour l'évaluation sociale ou pour même leur projet à eux. Certaines personnes vont effectivement avoir besoin de se poser un petit peu parce que faut quand même se dire que c'est parfois la rue qu'il y a eu avant. Et donc effectivement, il faut parfois un petit temps d'adaptation pour pouvoir retrouver un rythme, pour pouvoir vraiment être posé et pour pouvoir vraiment réfléchir clairement. Parfois, il faut un petit temps pour que la personne arrive à se mobiliser autour de son projet, ce qui n'est pas toujours le cas, pour arriver à le réfléchir correctement et pour arriver à entendre certaines choses ou à en verbaliser d'autres. C'est effectivement parfois il y a besoin d'un petit peu de temps. On essaye de faire en sorte que les personnes puissent être le mieux accueillies possible, mais en même temps ça reste de l'hébergement d'urgence, donc quelque chose de très précaire, qui n'est pas forcément assuré du jour au lendemain, et avec des horaires assez contraignants. Donc c'est parfois un peu difficile aussi pour les gens de trouver un rythme ici. Et pour Rémi Lamourou, le contact avec les bénéficiaires est aussi important pour qu'ils se sentent en confiance. Le fait que je sois aussi au contact des personnes en soirée ou sur les matins, ça contribue aussi à la confiance, parce qu'en fait ils me voient un peu tous les jours, donc à un moment qui est un peu plus informel qu'un autre, ils peuvent décider de me dire au fait, ce que je vous ai parlé tel jour, c'est pas exactement ça, en fait j'avais quitté ma compagne un peu plus tôt. Enfin, le fait qu'on se croise régulièrement permet d'avoir un peu des informations de manière régulière, sans forcément le côté formel d'un entretien qui peut être parfois un peu impressionnant. Les personnes qui sont entre guillemets à la rue sont quand même relativement habituées à fréquenter les travailleurs sociaux, donc on est plutôt bien identifié, on n'est pas perçu ni comme étant de la police, ni dans un domaine médical. Une identification quel que soit l'âge et l'expérience, puisque Léa Cuénin, 24 ans, en stage depuis 3 semaines lors de l'enregistrement de l'interview et jusqu'à la fin du mois de mars, parvient à obtenir leur confiance. N'importe qui dans la vie courante a besoin un petit peu de se connaître avant de se faire confiance. L'équipe aide beaucoup, elle est stagiaire mais c'est notre collègue, ça aide. Et puis partager des petits temps informels, aller fumer des cigarettes. Ça paraît tout bête mais voilà, ils se confient. Et grâce à leur confiance, les travailleurs sociaux les aident pour toutes les démarches administratives. Principalement la question donc qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme ressources, donc la question de Pôle emploi, la question du RSA. On peut aussi travailler également la question de la santé avec la couverture maladie universelle. Et effectivement, on
travailler également la question d'avoir un petit peu un récit de vie, de leur parcours, sur qu'est-ce qui a fait problème, pourquoi ils se retrouvent actuellement sans solution de logement ou d'hébergement. Et avec leur accord, ensuite, on synthétise un peu ce parcours de vie afin de le présenter dans une commission, qui est la commission SIAO du service intégré d'accueil et d'orientation, où tous les partenaires sont autour de la table, de toutes les personnes qui gèrent des foyers, des logements sur Dijon, afin qu'on puisse proposer à la personne la meilleure solution de logement possible et qu'il n'y ait pas de retour à la rue. Est-ce que ça arrive souvent que les papiers administratifs n'aient pas pu être faits, peut-être parce qu'ils sont pas au courant des droits qu'ils peuvent toucher? Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui arrive assez régulièrement. Ça, soit on a des situations administratives très dégradées, où des gens arrivent, ils ont absolument plus rien, plus de pièce d'identité, donc il faut repartir de zéro. Et il y a aussi des personnes qui ne pensaient pas avoir à solliciter les aides, et qui ont pas trop l'habitude de l'aspect un peu administratif et qui demandent de l'aide dans ce contexte-là. C'est compliqué finalement quand on sait pas trop pour eux de savoir ce à quoi ils ont droit. Ils sont plutôt au courant des grands mots de vocabulaire, je dirais, donc Pôle emploi, le RSA, parfois l'allocation du handicapé, mais ils connaissent pas très bien les démarches administratives et à qui s'adresser. Donc là c'est vraiment dans mon travail à moi de les aider là-dedans, donc de constituer le dossier et de le transmettre à la bonne institution. Ces démarches administratives peuvent les faire sortir de la rue et donc retrouver un logement. La finalité pour chaque personne, effectivement, ça va être le logement. C'est d'ailleurs la première chose qu'ils demandent quand ils arrivent ici. Avant le logement, c'est ne serait-ce que d'avoir un toit au-dessus de la tête pour pas être dehors. Donc la première chose qu'ils font quand ils font le 115, ils demandent en fait un toit à la base. Et nous, on va travailler principalement sur le logement. Le fait de travailler sur le logement, ça va souvent nous amener à travailler sur tout ce qui peut aller autour et tout ce qui peut amener les gens à revenir vers du logement autonome. Dans l'absolu, c'est le but. Et donc, les projets des personnes tendent souvent à retrouver un logement autonome. Et donc, le but du jeu, ça va être de concrétiser ça par tout un parcours, alors selon les problématiques de chacun, selon l'histoire de chacun. Comment on fait pour y arriver? Est-ce qu'il faut repasser par une autre structure sociale avec d'autres travailleurs sociaux qui vont nous aider à travailler plus spécifiquement sur certaines choses? Est-ce qu'il nous faut simplement un accompagnement avec une assistante sociale pour nous aider à faire les papiers administratifs? Tout ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Nous, ce qu'on fait ici, c'est on construit le projet et on le lance. Et par la suite, les personnes le poursuivent par elles-mêmes avec d'autres travailleurs sociaux ou alors par elles-mêmes par la suite. Et toutes ces situations sont difficiles pour les personnes concernées, mais peuvent également l'être pour les travailleurs sociaux. Il faut donc prendre de la distance, comme l'explique Léa Cuenin. C'est difficile. Après, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et dans tous les stages que j'ai pu faire, handicap, protection de l'enfance, il y a toujours, des situations qui font appel à vos émotions, qui vous touchent plus que d'autres. Et en effet, il faut vraiment savoir prendre du recul sur tout ça. C'est bizarre, mais on en parlait toujours avec mes collègues de promotion et on se disait heureusement qu'il y a un temps voiture avant de rentrer chez nous. Ce qui permet un petit peu on quitte l'institution, on monte dans notre voiture. Avant d'arriver chez nous, ça fait du bien d'écouter de la musique, de penser à autre chose. Voilà, on sait qu'on va rentrer chez soi, va falloir vaquer à ses occupations quotidiennes, quoi. Merci à Rémi Lamoureux, Thomas Vivian et Léa Cuenin pour s'être confiés sur leur métier. Des remerciements également à Dominique Fournier pour sa visite du foyer Sadi Carnot, aux bénéficiaires pour s'être confiés sur leur passé, à Claude Gachuan et à Paul Denis pour avoir accepté que nous les suivions pendant les maraudes, et à Christelle Cerveau de nous avoir expliqué le fonctionnement du 115. Des remerciements également à ceux qu'on ne peut pas citer, mais qui se sont confiés sur leur travail. Merci à vous de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine pour un journal plus traditionnel.